Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude le premier mardi du mois pour parler des sujets d'actualité de notre territoire. Voici le sommaire de cet épisode. L'eau, quelle ressource importante et précieuse qui nous concerne tous et nous préoccupe. En plateau, Christophe Rivinc, le président d'Alès Agglomération, et Stéphane Guay, directeur de la Réal et de l'assainissement collectif, expliqueront les enjeux liés à l'eau sur le territoire d'Alès Agglomération et répondront à vos questions. Dans la rubrique L'écho de l'écho, Clara Hardy, brillante dirigeante et fondatrice de Séricine, nous parlera de la soie 100% naturelle et unique au monde, fabriquée à Bagarre, à destination de l'industrie du luxe. Enfin, Lina Berthelet, jeune comédienne au Conservatoire de théâtre Maurice André, parlera de son parcours et de ses projets cinéma dans Talent d'ici. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour Laura. Alors avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais pour nos spectateurs qu'on recontextualise. Je sais qu'avant, toutes les communes géraient leur eau, mais depuis janvier 2020, la loi a obligé les communautés d'agglomération à reprendre la main, notamment pour mutualiser les moyens. Christophe Rivinc, en 2020, quel constat a été fait sur le réseau d'eau d'Alès Agglomération qui donc auparavant était géré par chaque commune ? Oui, chaque commune ou syndicat de communes, qui avaient à l'époque créé même leur propre réseau. Donc le législateur avait décidé, et ça partait d'un bon sentiment, c'était pour permettre de réaliser des gros investissements et répondre aux normes, je pense qu'on va y venir. Et donc la loi prévoyait que pour les seuls agglos, et j'insiste bien là-dessus, puisque les communautés de communes, elles, ne sont pas concernées, devaient prendre la compétence eau et assainissement. Et quand on va parler d'eau aujourd'hui, on va parler également d'assainissement, puisque effectivement, notamment sur la facture, on va le voir, on parle des deux, donc l'eau qui est produite et qui arrive au robinet, et l'assainissement qui gère les eaux usées. Donc voilà, donc on a pris des compétences sur un territoire de 72 communes, puisque je rappelle aussi qu'en 2020, voilà 3 ans que la dernière fusion de communautés de communes avec l'agglo d'Alès avait eu lieu, et donc il a fallu prendre un réseau énorme dans un état très différent suivant les secteurs, avec des secteurs en bon état, sur le syndicat de la Veine et quelques autres syndicats notamment préexistants, et puis après nous avons dû faire un bilan global, et je pense qu'on va parler de chiffres aussi, on va voir que la longueur des réseaux qu'on a récupéré, le nombre de captages impressionnants et le travail colossal qu'il a fallu fournir à la fois pour avoir un bilan réel de la situation, et puis pour mettre petit à petit aux normes, nous conduit aujourd'hui à donner des explications justement nécessaires à la population sur ce grand problème de l'eau, qui est un problème local, mais qui est un problème national et international, et sur lequel, effectivement, nous sommes compétents. Stéphane Guay, pour que les gens se rendent un peu mieux compte, est-ce que vous avez des chiffres clés à leur donner sur le réseau d'eau d'Alès Agglomération ? Alors, le réseau d'eau d'Alès Agglomération est particulièrement vaste et important. Le patrimoine est vraiment conséquent. Il faut savoir que Alès Agglomération gère, à titre d'exemple, 60 captages d'eau. 60 captages d'eau, si on se compare avec notre capitale régionale et notre capitale nationale, qui est Paris, pour Toulouse et Paris, ce sont 3 captages d'eau seulement pour gérer ce service-là. Au niveau d'Alès Agglomération, nous gérons 300 réservoirs et reprises, pompages divers et variés sur le réseau. Quant à Toulouse, il y en a 56, à Paris, il y en a 8. Nous gérons 2000 km de réseau d'eau potable, c'est autant que la ville de Paris. Et nous gérons enfin 73 stations d'épuration, contre 6 seulement pour toute l'Île-de-France. Donc le patrimoine est vraiment très important, en grande partie sur un secteur rural. Donc beaucoup de linéaires de réseau pour alimenter finalement peu d'abonnés et d'habitants. Et est-ce qu'on sait, à cause de la vétusté du réseau, à peu près combien de mètres cubes d'eau se perdaient entre, avant d'arriver jusqu'au robinet des abonnés ? Alors, lorsque nous avons pris la compétence au 1er janvier 2020, on perdait en moyenne à peu près 5 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est 40% du volume que l'on pompait. Et donc, le travail de la régie des eaux aujourd'hui au quotidien, c'est de renouveler des réseaux pour faire baisser ce chiffre, et également de rechercher les fuites au quotidien via une équipe de chercheurs de fuites qui parcourent le territoire pour essayer de les trouver et de les réparer au plus vite. Et Christophe Rivinc, pourquoi avoir créé la Réal, la régie des eaux de l'agglomération alésienne, au lieu de choisir de déléguer la gestion de l'eau au service public, par exemple ? Écoutez, c'est un choix politique. Déjà, redire que cette prise de compétence au 1er janvier 2020 a nécessité des longues heures et des longues nuits de travail entre tous les élus, parce que j'avais souhaité à l'époque justement mettre tout le monde autour de la table pour essayer de construire le service de distribution des eaux. Et je crois qu'on va
aussi un peu peut-être expliquer, il faudrait qu'on explique aux téléspectateurs à quoi correspond justement ce service de distribution de l'eau, à la fois le pompage, le traitement, la distribution. C'est très important aussi que tout le monde comprenne bien. Et donc, c'est des longues heures de travail qui nous ont conduits justement à vouloir garder la mainmise totale sur la gestion de l'eau. Et la création de cette régie, qui est un choix qui aurait pu se payer, qui aurait pu être, un mauvais choix à l'époque, eh bien, écoutez, aujourd'hui, je veux dire que c'est un bon choix parce que, écoutez, à travers les services communautaires de la Réal, qui a été créé, 90 agents, écoutez, c'est une gestion directe. Mais nous avons aussi avec nous des grands groupes dont c'est le métier, notamment sur le pompage, puisque nous avons décidé, là aussi, pour des questions de compétences et de moyens à y mettre, de déléguer juste la production de l'eau, en l'occurrence c'est Veolia qui a gagné l'appel d'offres, et la gestion de nos stations d'épuration. Donc en fait, si vous voulez, c'est à la fois principalement une régie, qui va facturer, qui va encaisser, qui va gérer, et aussi pour les parties de ce secteur très technique, nous faisons appel aux spécialistes que sont, écoutez, les grands groupes internationaux qui travaillent dans l'eau. Et donc, c'est un mariage qui me paraît être assez équilibré et qui nous permet de dire que nous maîtrisons aujourd'hui, contrairement à d'autres territoires qui ont tout délégué, une partie de l'avenir justement de la gestion des eaux, et dans un système à la fois réglementaire et législatif très, très instable sur l'eau, puisqu'on voit qu'au niveau européen et national, les choses évoluent très fortement. Écoutez, c'est important de pouvoir maîtriser sans avoir des avenants à passer. Voilà, donc je suis très heureux de ce choix. Ça n'a pas été un choix facile, mais c'est un choix volontaire. Et aujourd'hui, je veux dire aussi à celles et ceux qui nous regardent que nous avons la chance d'avoir une belle régie des eaux que dirige Stéphane Gay, avec les 90 agents, j'en parlais tout à l'heure, et qui œuvrent à la fois dans tous les domaines de la distribution des eaux. Je voudrais redire 2 mots aussi sur ce qu'a dit Stéphane Gay, parce que réinsister sur ce fait-là, quand on se compare, entre guillemets, avec des grandes villes, on s'aperçoit les différences. Et je redis ce chiffre qui est quand même assez hallucinant, il faut que tout le monde entende. 2000 km de réseau sur Alès Agglomération, sur un territoire à peu près de 800 km², donc plus grand que Paris, pour 100 fois moins d'abonnés. Quand on sait que l'eau paye l'eau, parce que c'est de ça aussi qu'il faut expliquer, ça veut dire qu'on ne peut pas fiscaliser l'impôt local, l'impôt national ne paye pas la distribution de l'eau, c'est vraiment la facture d'eau qui doit payer le service. Ça a un impact ici comme ailleurs. Et au-delà d'Alès, moi je milite et je me bats pour justement faire évoluer cela. Parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà même de l'agglomération, beaucoup de territoires, et notamment les petites communes, des petits syndicats, ne vont bientôt plus avoir les moyens, ou alors avec des prix de l'eau qui va dépasser les 10-20 euros du mètre cube, et ça je pense qu'on sera dans l'inacceptable pour la population. Nous, on n'est pas concernés par ça, mais voilà, il va falloir une grande réflexion sur tout ça, qui me paraît importante, justement, en prenant en compte ces spécificités, notamment sur le fait que le nombre d'abonnés au mètre linéaire doit être pris en compte plus que le rendement, puisque vous parliez du rendement, dont tout le monde parle aujourd'hui, 40% de fuite. Ça ne veut pas dire la même chose à Paris qu'à Alès Agglomération, puisqu'effectivement, il y a plus d'abonnés au mètre linéaire. Donc voilà, tout ça, il faut bien comprendre que c'est vraiment des systèmes qu'il faut regarder localement, et chaque système de distribution d'eau doit être vu à l'aune de son territoire. Et j'en termine là-dessus, juste pour dire qu'il n'y a pas le même accès à la ressource aussi en Cévennes, dans le sud, dans le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie, ou dans le nord, ou effectivement dans l'est de la France. On n'a pas les mêmes accès à la ressource, l'eau n'est pas présente dans les sous-sols dans les mêmes quantités. Donc voilà, il y a beaucoup de différences et on ne peut pas traiter le pays comme dans beaucoup d'autres dossiers de la même manière, avec les mêmes lois sur ce grand problème de l'eau. Donc en 2020, le bilan a été fait, a révélé une extrême vétusté du réseau d'eau d'Alès Agglomération, dans certaines communes en tout cas. En partant de ce constat, il a été décidé à l'unanimité par tous les élus du territoire de le moderniser sous 10 ans. C'est le plan Alès Agglo 2030. J'aimerais qu'on en parle. Christophe Rivinc, pourquoi avoir fait ce choix alors que ce n'était pas une obligation ? Si, c'était une obligation, mais c'était une obligation. Ce qui n'était pas une obligation, c'est la durée, entre guillemets, de certains investissements. Mais l'obligation, c'était de répondre aux normes de l'État, notamment sur les eaux résiduelles, notamment sur les fuites, notamment sur la qualité de l'eau. On y reviendra, j'espère aussi, parce que c'est très important, le problème de la qualité de l'eau. Et donc, de toute façon, nous savions qu'il fallait nous remettre beaucoup de réseaux et de réservoirs aux normes, parce que même au niveau du personnel, puisqu'il y avait des réservoirs qu'on a trouvés dans des états plus que dégradés, avec des fuites, avec éventuellement des pollutions, des traitements d'eau qui n'existaient pas. Je rappelle une chose quand même,
j'ai eu l'occasion de le dire, que 40% de l'eau distribuée sur le territoire d'Alès Agglomération n'était pas potable 12 mois sur 12. Enfin, une partie de ces mois-là. Ça veut dire qu'au moins 4 mois de l'année, l'eau n'était pas potable au sens de la norme. Aujourd'hui, l'eau distribuée par la Réal est potable toute l'année sur tous les réservoirs. Donc, et tout ça parce qu'un réseau, si vous voulez, qui fait 10 km, où il y a 200, 300 compteurs, a les mêmes contraintes qu'un réseau comme celui de Paris ou celui de la ville d'Alès. Et donc, à partir de ce moment-là, les investissements ne sont pas payables par les quelques compteurs, sinon ça ferait des prix du mètre cube, comme je disais tout à l'heure, insupportable. Donc effectivement, tous ces travaux qui n'ont pas pu être faits, nous les faisons dans ce plan Alès Agglo 2030. Et je veux rendre aussi hommage à la responsabilité des élus qui ont accepté de comprendre qu'il fallait investir ce qui avait été chiffré par les services et les bureaux d'études, alors 200 millions d'euros entre l'eau et l'assainissement sur 10 ans, avec les conséquences que ça avait sur la facture d'eau. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure et que je redis, l'eau doit payer l'eau. Et donc toutes ces dépenses-là doivent être financées. Et puis on a la chance aussi, quand même, on va le dire, d'avoir quelques financements de l'agence de l'eau du département qui nous aident bien pour la rénovation, notamment dans certains secteurs ruraux. Mais voilà, in fine, on paye. Donc voilà, il y a eu ce plan qui a été voté à l'unanimité, qui a été travaillé et qui va être phasé en fonction des urgences. D'abord la qualité de l'eau, ensuite les fuites et ensuite l'amélioration de qualité de réseau. Mais il faudra encore beaucoup plus d'argent. Hein. Je ne veux pas rassurer personne. 200 millions d'euros, c'est une première étape pour remettre au niveau. Mais en fait, dans la réalité, il faudrait mettre 500-600 millions d'euros aujourd'hui pour vraiment répondre aux attentes globales, notamment sur les eaux résiduelles urbaines. Mais ça, on n'en a pas les moyens, parce qu'il n'est pas question de tripler ou quadrupler le prix de l'eau. Beaucoup d'habitants se posent des questions sur les nombreux travaux qui sont donc menés dans le cadre de ce programme Alès Agglo 2030, comme ce monsieur qu'on va écouter tout de suite. En quoi consistent les travaux effectués par la Réal au niveau du secteur de Clavières ? Alors plus largement, Stéphane Gay, j'aimerais qu'on parle des travaux menés dans ce plan Alès Agglo 2030. En quoi ça consiste et combien de chantiers ont été menés ces 5 dernières années ? Alors, ces cinq dernières années, on a réalisé, je parle là que des chantiers de grande ampleur, 350 chantiers, que ce soit sur l'eau comme sur l'assainissement. Donc ça fait en moyenne 70 chantiers par an, pour un montant de 73 millions d'euros hors taxe de travaux. Donc c'est vraiment considérable, hein. C'est vraiment un effort qui est réalisé par l'agglomération. On les réalise un petit peu partout sur tout le territoire. La plupart de nos chantiers sont liés à la rénovation des infrastructures qui sont quand même relativement vieillissantes. Le président le disait tout à l'heure, on a récupéré certaines infrastructures qui méritaient vraiment une mise aux normes. Donc beaucoup de travaux ces 5 dernières années, mais on va poursuivre, voire accélérer ces investissements. C'est le cadre, on travaille vraiment dans le cadre du plan Alès Agglo 2030, révisé, accéléré, puisque dès 2025, nous allons réaliser plus de 9 millions d'euros d'investissement dans l'assainissement collectif. On va démarrer de grands chantiers de réhabilitation, voire même de reconstruction de stations d'épuration, qui sont aujourd'hui plus aux normes et qui sont vétustes, et 13 millions d'euros sur la partie eau potable, essentiellement vraiment sur la réduction des fuites, le renouvellement des vieilles canalisations, mais également sur plusieurs secteurs de l'agglomération, sur l'amélioration de la qualité de l'eau. D'accord. Justement, on va en parler de la qualité de l'eau. Les nouvelles normes en matière de santé publique et de préservation de l'environnement et aussi de la qualité de l'eau ne cessent en fait de se renforcer depuis plusieurs années. C'est justement la préoccupation majeure de tous les abonnés quand on parle de l'eau. Généralement, la première réponse, les gens nous disent la qualité de l'eau. Voici quelques questions d'ailleurs des grands Alésiens à ce sujet. Concernant l'eau, est-ce que ça fait l'objet d'une vérification courante et est-ce que les normes évoluent concernant la qualité et la surveillance ? Serait-il possible d'avoir plus de visibilité sur le traitement de l'eau, de comment, par où elle passe, quels sont les produits utilisés pour assainir ? Moi j'aimerais savoir si je peux boire l'eau que j'ai au robinet, parce qu'on parle de PFAS, on parle de plein de choses, etc. Donc c'est quoi exactement quoi ? Mais je vais vous laisser répondre aux grands Alésiens. Stéphane Gay peut-être ? Alors, sur la qualité de l'eau du robinet, il faut savoir que l'eau du robinet est sans doute le produit alimentaire le plus surveillé de France. Et je pense que la France a sans doute les normes les plus strictes en matière de qualité d'eau dans le monde. C'est vraiment un pays référence à la matière. Donc oui, l'eau du robinet est extrêmement surveillée. Nous réalisons environ 2000 analyses par an, ce qui est quand même vraiment considérable. Et pour rassurer quand même nos grands Alésiens, on a les derniers chiffres qui sont tombés. 100% de notre eau est conforme sur les paramètres microbiologiques, donc tout ce qui est bactéries, et 99,85% de notre eau est conforme pour les paramètres physico-chimiques.
Donc oui, c'est surveillé, oui, notre eau est de bonne qualité. Pour assurer aussi la population, en cas de problème sur la qualité de l'eau, nous les prévenons systématiquement. C'est arrivé par le passé. Nous prenons des mesures. Ça peut aller jusqu'à la distribution d'eau en bouteille, mais c'est extrêmement rare. Et donc oui, l'eau est très surveillée sur les agglomérations et répond à des normes très strictes, et je dirais même plus strictes que certaines eaux en bouteille. Oui, tout à fait. Certaines eaux en bouteille, comme, je ne sais pas si on peut citer de marque. On ne va pas citer de marque, mais enfin... On ne pourrait pas les distribuer au robinet du consommateur parce qu'elles ont notamment trop de sulfate, par exemple, pour être distribuées. Et où peut-on retrouver alors toutes ces informations concernant la qualité de l'eau, après les analyses? Les analyses d'eau, il y a deux types d'analyses d'eau. Il y a des analyses qui sont réalisées par le service au quotidien, qui est une surveillance interne. Donc ça, qui nous permettent d'ajuster les traitements, etc. Donc ça, ces analyses-là ne sont pas... restent au niveau du service. Par contre, la majorité des analyses sont officielles, commanditées par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ces analyses-là sont publiques, donc on peut les trouver soit dans les mairies, toutes les mairies de l'Alès Agglomération reçoivent les analyses, soit sur le site internet de la régie, soit sur le site de l'ARS. Voilà, tout est transparent. Et concernant les PFAS alors, parce que c'est le grand sujet en ce moment, tout le monde en parle, qu'est-ce qu'on peut en dire sur Alès Agglomération? Alors, ce qu'on peut dire de façon très claire et très nette, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, c'est qu'on va déjà se baser sur la réglementation. Il faut parler clairement. L'Europe a décidé, il y a maintenant 2-3 ans, qu'au 1er janvier 2026, donc l'an prochain, une vingtaine de ces fameux PFAS, ceux qui semblent être au niveau de la santé les plus dangereux, devaient être mesurés dans les eaux et dont la totalité maximum à retrouver dans les eaux devait être de 0,1 microgramme par litre, c'est bien ça. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, 0,1 microgramme par litre, parce qu'aussi il faut regarder de quoi on parle, c'est-à-dire c'est à peu près un sucre qui serait dissous dans 8 piscines olympiques. Là, ça parle clairement aux gens, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est important ou pas, mais on parle de zones de quantité extrêmement, de concentration extrêmement faible. De sa liste des 20 PFAS, puisque je pense que votre question est liée principalement au problème des TFA, donc... qui agite aujourd'hui un certain nombre de personnes et beaucoup de médias. Concernant les TFA, qui ont été produits jusqu'à dernièrement à l'usine de Salindre, aujourd'hui ces TFA, du fait, alors je ne rentre pas dans les détails, mais de leur longueur de chaîne carbonée, ne font pas partie, au sens des instituts de surveillance de la santé publique, des 20 PFAS dangereux. Donc on ne doit pas mesurer les TFA dans le cadre de la loi au 1er janvier prochain. Pour autant, comme j'ai l'occasion de le dire, et dans le principe de précaution, parce que ma priorité, c'est la santé publique, et ma priorité, c'est que ce que nous distribuons, notamment dans l'eau potable, et pas que dans l'eau potable, ne crée pas, bien sûr, de problèmes de santé aux habitants. Donc j'ai demandé à la Réal, bien avant que la loi ne puisse nous y obliger, c'est pas encore le cas d'ailleurs, de mesurer à la fois tous les PFAS, les 20 fameux PFAS qui sont interdits ou à surveiller au 1er janvier prochain, 2026, mais également les TFA qui ne seront pas, pour l'instant, peut-être un jour, on verra, interdits. Ce que je peux vous dire, puisque ce sont des cabinets agréés sous le contrôle de mon directeur de la Réal, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons trouvé sur aucun des points de distribution d'eau d'Alès Agglomération les fameux 20 PFAS dans des quantités supérieures à la norme. Donc nous sommes conformes aux normes européennes de 2026. Nous avons trouvé sur certaines communes, effectivement, des TFA dans des concentrations importantes, mais ils ne font pas partie, effectivement, des PFAS qui vont être interdits. Là, il faut être très clair. Alors, j'entends bien, et encore il y a quelques jours, qu'il y en a qui se posent des questions. Ils ont raison. Moi aussi, je me pose des questions. Et j'ai demandé, je veux le redire aussi, j'ai demandé aux autorités de santé, à Santé publique France, à l'ARS, de nous dire clairement quel était le danger pour la santé des TFA. Parce qu'il faut d'un côté arrêter de faire peur du tout et avoir un principe de précaution, et de l'autre côté ne pas prendre de risques. Or, aujourd'hui, personne ne sait nous dire de façon scientifique le risque que comporte l'ingestion de TFA pour la santé. Et très anecdotiquement, sur les TFA, notez qu'il y a eu une étude qui est parue il y a maintenant quelques jours montrant les villes de France où on trouve des TFA dans l'eau potable. Et là, on s'aperçoit, alors qu'ils n'étaient fabriqués qu'à Salindre, à l'usine Solvay, que même dans la ville de Paris, qui ne fabrique aucun TFA, avait des TFA dans l'eau potable dans des proportions un peu élevées. Donc voilà, il faut comprendre que, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais j'ai beaucoup interrogé de scientifiques, et effectivement, les TFA, il y en a un peu partout. Donc, je redis, et je profite de cette émission pour redire que j'attends de Santé publique France
des éléments factuels sur l'impact sur la santé. Et si jamais on m'explique, comme on me dit aujourd'hui, qu'il y a très peu de chances, ou de malchance en l'occurrence, que ça puisse avoir un impact sur la santé, je me conforme aux normes. L'eau d'Alès, en matière de PFAS, de toute Alès agglomération, est conforme aux normes. Oui ou non, monsieur Gay? Tout à fait. Voilà, et c'est des laboratoires qui le disent. Donc il faut arrêter. Après, on peut discuter ad vitam aeternam. Et dernier petit point sur les TFA, parce que je veux aussi que nos téléspectateurs l'entendent. Si demain, nous étions contraints ici comme ailleurs, hein, c'est-à-dire quasiment dans quasiment tous les secteurs de France, de ne pas distribuer de l'eau sans aucun PFAS, il faudrait mettre en place des procédés de traitement qui seraient tellement onéreux, notamment quand on parle d'osmose inverse, c'est-à-dire c'est des filtres qu'on est en train plus de développer. Extrêmement performants, et ça coûte des millions d'euros. Et donc, alors je ne parle pas d'Alès, puisqu'on n'est pas concerné, mais celles et ceux qui vont être concernés, il va y avoir des contraintes énormissimes. Donc oui, je redis une chose qu'il faut entendre, l'eau distribuée au robinet en France et principalement sur Alès agglomération est le produit le plus surveillé en termes de santé de France. L'eau est totalement conforme et l'eau du robinet est meilleure pour la santé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études, que beaucoup d'eau en bouteille. Donc voilà, il faut entendre ça, et beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut entendre ça. Moi, je veux rassurer les gens, mais je suis vigilant parce que ma priorité, c'est la santé des habitants du territoire d'Alès agglomération, et que si j'avais des éléments qui me prouvent que c'est un problème pour la santé, je prendrais des mesures fortes, mais qui seront... Donc voilà, rassurons-nous, on a des services qui vont, et puis on fait des analyses qu'on ne doit pas faire, en plus de celles qu'on doit faire. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais je crois qu'important de parler clairement sur cette affaire pour rassurer celles et ceux qui doivent, parce que je comprends que ça cause de l'émoi, et moi aussi, en l'occurrence, je peux me poser beaucoup de questions, mais je bois de l'eau du robinet, je le dis, donc sans aucun problème. Bon, après la qualité de l'eau, on va parler du prix, de la facture, oui. Parce que l'évolution de toutes ces normes impose forcément de devoir investir davantage, ce qui peut se répercuter sur le prix de l'eau. On va écouter 2 questions à ce sujet. La facture d'eau, c'est une grosse partie de taxes et une petite partie de consommation d'eau, quoi. Donc là, il faudrait revoir ça. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de transparence sur la lecture des factures pour que le consommateur soit bien informé de ce qu'il paye et ce qui risque d'augmenter et pourquoi. Alors, ce qui peut être intéressant d'expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on paye lorsqu'on paye le prix de l'eau, en fait ? Alors, plusieurs éléments. Et d'ailleurs, pour répondre, mais Stéphane Gay précisera, déjà sur les factures, vous avez toutes les dépenses qui sont et tout ce qui... le détail de toute cette facture. Je veux dire aussi que 100% de la facture d'eau ne rentre pas dans la poche de l'Alès agglomération. Il y a des taxes, il y a bien sûr comment dire, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit la TVA, que ce soit tout ça, bien sûr, qui sont reversés à l'État, aux agences de l'eau. Sur le reste, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien d'insister là-dessus parce que c'est peu su, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut partager, c'est-à-dire que l'eau doit payer l'eau, et le fait d'avoir une régie, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de bénéfices qu'on distribue à personne. Une régie ne produit pas de bénéfices. C'est-à-dire que comment on fait un budget de l'eau ? On regarde la totalité des dépenses afférentes au service de l'eau, donc personnel, électricité, renouvellement, amortissement des dettes, achat d'eau, tout ça. Ça fait un budget annuel qu'on divise par le nombre de mètres cubes vendus. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de profit, il n'y a pas de frais de siège, il n'y a pas tout ça. Donc ça nous permet d'avoir un prix que nous contrôlons et un prix le plus abordable possible par rapport à d'autres services qui sont délégués. Donc qu'est-ce que c'est que l'eau ? Je dis, l'eau c'est gratuit. On est d'accord. L'eau, elle est partout, c'est à peu près là. Ce qu'il y a de plus, en plus grand nombre sur notre Terre, on est fait d'eau, même notre corps, il est fait à 80% d'eau, on est de l'eau, hein, tous et toutes. Les océans, c'est la plus grande partie. L'eau, donc il faut aller la chercher. Donc il faut rechercher déjà, ça coûte. Ensuite, il faut la pomper, la remonter à la surface quand même. Et puis après, on l'analyse pour voir un peu la qualité de cette eau. Et puis on la traite. Alors suivant les endroits, c'est pas le même traitement, hein, parce qu'il y a de l'eau qui est quasiment propre, si on va la chercher profond dans le karst, et bien effectivement, et puis après et puis il faut la distribuer. Il faut la distribuer, donc là c'est des tuyaux qu'on met, et puis après il faut arriver chez les gens, on met des compteurs, et puis après il faut réparer les fuites éventuelles, il faut allonger les réseaux quand il y a des constructions, et puis après, écoutez, il faut facturer. C'est-à-dire qu'on prend, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toutes les dépenses, on divise par le nombre de mètres cubes vendus, et puis on émet une facture. Ça aussi c'est la réal, et après il faut encaisser. Donc voilà, à peu près de façon très schématique, l'eau ne coûte rien certes, mais pomper, c'est des charges d'électricité, des charges de traitement, les chlores et d'autres choses, les stations de traitement, les réservoirs qu'il faut entretenir, surveiller, par exemple, le plan Vigipirate et tout ça, ça coûte, mettre des alarmes sur les réseaux, surveiller les fuites, chercher les fuites. Voilà, c'est tout ça, ce travail autour de l'eau, qui est colossal.
on est un des pays, voire le pays au monde, je le redis, qui avons le plus beau réseau de distribution d'eau. Hein, performant. Le plus performant quand même. Il faut quand même aussi de temps en temps arrêter de se fouetter ou se faire du mal. Voilà, et tout ça, ça a un coût. Et ce coût, c'est le prix de l'eau et de l'assainissement. Quant à l'assainissement, je voudrais en dire 2 mots aussi, et Stéphane précisera, l'assainissement c'est essentiel aussi, parce qu'en fait, une fois qu'on rejette, quand on tire la chasse, quand on ouvre son évier, où ça part dans les stations. Soit, il y a comme ça se faisait dans les siècles anciens, ça part au ruisseau, et puis advienne que pourra, il n'y a plus le droit, et heureusement, donc on traite les eaux, on les canalise, là aussi, voilà. Ça arrive dans des stations, on dégraisse, on sort les boues, on enlève les boues, et ça a un coût, parce qu'une station d'épuration, notamment ce qu'on appelle les boues activées, c'est-à-dire en fait il y a des produits mais pas que, il y a surtout du traitement physique, et après on sort les boues qu'il faut traiter, et l'eau, une fois qu'elle est nettoyée, elle repart à la ressource qui va encore rentrer dans le sol et qui va servir en aval aux communes, qui va être à nouveau pompée, à nouveau traitée, à nouveau servir au robinet. L'eau, c'est un cycle. En fait, il faut bien comprendre. Donc nous, ce qui coûte quasiment le plus cher aujourd'hui, c'est le traitement des eaux usées. C'est ce qui coûte quasiment le plus cher. Ça coûte plus cher que le pompage, la distribution d'eau, hors investissement et renouvellement de réseau. Voilà, très schématiquement. Mais il faut qu'on retienne une chose, c'est que le prix de l'eau, c'est vraiment ce que ça nous coûte. Aujourd'hui, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de truc. Voilà, tout est réinvesti. Tout est réinvesti dans le service et essentiellement dans les travaux. D'accord. Et justement, Stéphane Gay, est-ce qu'on a un exemple concret de ce que représente l'augmentation du prix de l'eau sur la facture d'un ménage ? Alors, en moyenne sur l'année 2025, l'augmentation va représenter environ 8 € TTC par mois, sachant que pour eau et assainissement confondu, tout compris, sachant que ça c'est pour un foyer moyen qui consomme environ 120 m3 par an, ce qui est la moyenne nationale. Donc voilà l'effort effectivement financier qui est demandé pour arriver à réaliser l'ensemble des travaux que l'agglomération doit réaliser pour se mettre aux normes, que ce soit sur l'eau comme sur l'assainissement. Et faire face à l'inflation, faire face aux normes. Exactement. En fait, on est contraint. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne aussi, c'est que l'eau, voilà, il y a des gens qui décident à Paris ou à Bruxelles, et nous, ça s'implique à nous, donc on est obligé de faire ça, sinon on est dans l'illégalité, on peut être attaqué, on peut se retrouver au pénal, voilà, c'est quelque chose de chaud, mais on ne met en place, on ne travaille que pour mettre en place ces règlements qui sont édictés, parfois à mon avis trop compliqués et trop drastiques, mais enfin sur le fond, il faut suivre les lois, dans un état de droit, c'est important. Ce qu'il faut dire aussi, alors je sais que les gens n'aiment peut-être pas qu'on dise ça, mais que l'eau, ça reste quand même une dépense mineure de chacun des foyers par rapport à l'énergie. Si vous comparez mensuellement votre facture d'électricité ou votre facture d'eau, en moyenne, on va payer 3 à 4 fois moins en volume pour l'eau que pour l'électricité. Si vous comparez avec Internet, avec la téléphonie, c'est quasiment 4 ou 5 fois moins pour l'eau, qui est un bien précieux et nécessaire, que pour la téléphonie, les télés, tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, ça reste une dépense, c'est pas une des dépenses les plus importantes d'un foyer. Alors, c'est toujours allant d'augmenter l'eau, mais ça veut dire en moyenne, je pense qu'en France, on dépense à peu près 200 € pour tout ce qui est téléphonie, télé, je sais pas quoi, canal, Internet, Netflix, Internet, en moyenne, dans les foyers, et on dépense en moyenne 60 € pour l'eau. Voilà, il faut retenir ces chiffres, c'est pas les chiffres d'Alès, c'est les chiffres nationaux. Autre chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que concernant certains secteurs, notamment la ville d'Alès, parce que c'est une ville urbaine, le prix de l'eau est tout à fait dans la moyenne nationale. Il y a sur les territoires sur lesquels il a fallu beaucoup investir et tout ça, de l'eau on paye un peu plus que la moyenne nationale, mais on n'est pas au double de la moyenne nationale sur le prix de l'eau. Donc voilà, la facture à Alès agglomération, c'est un secteur, on va dire, et globalement entre la moyenne nationale et plus 15% par rapport au prix moyen national, qui est compliqué, parce qu'on compare des autres à Paris, on l'a dit, Paris, vu les faibles, vu globalement le nombre d'abonnés par rapport au réseau, le prix de l'eau peut être beaucoup moins cher et il pèse lourd dans la moyenne. Mais on va dire, si on se compare avec des territoires comme les nôtres, voilà, on a des factures quand même qui restent, parce que je le demande aux services et au bureau d'études qui nous accompagnent, on est à peu près dans la moyenne. Voilà. Et le fait d'avoir une régie nous permet d'avoir une eau quand même acceptable. On pourrait remonter à 97 avec la remunicipalisation et tout, mais qui explique aussi la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui fait que nous avons quand même des réseaux sur ces parties-là qui vont pas mal. Stéphane Gay, est-ce que la Réal conseille aux abonnés de mensualiser leurs factures ? Alors oui, tout à fait. C'est très important que les abonnés puissent au maximum se mensualiser, parce que justement, ça leur permet de lisser cette dépense obligatoire qui est celle de l'eau potable et de l'assainissement. Donc oui, il n'y a aucun souci. Moi, j'invite vraiment les usagers à se mensualiser. La Réal
est là pour les accompagner pour la mise en place de la mensualisation, que ce soit sur notre site internet, que ce soit par téléphone, que ce soit en accueil physique. C'est vraiment un conseil qu'on peut leur donner. Ça évite aussi d'oublier de payer des factures. C'est plus qu'un conseil, permettez-moi Stéphane, c'est plutôt une demande qu'on fait. Parce que, excusez-moi de vous couper la parole, mais l'une des problématiques que nous avons sur l'eau aussi, c'est les impayés qui augmentent. Alors, dans les impayés, je veux être clair aussi. Donc, celles et ceux qui ne sont pas en capacité de payer l'eau pour des questions de ressources, on les traite. Voilà, les CCAS, on aide les gens. Là aussi, personne sur ce territoire ne se verra privé d'eau potable dans l'impossibilité de payer. Donc ça, on évacue ce problème, et notamment le CCAS de la ville d'Alès prend en charge les factures d'eau. Le département du Gard. Le département du Gard, voilà. Donc là-dessus, c'est clair, on ne parle pas de ça. On parle de celles et ceux qui oublient, qui n'ont pas envie et qui ont les moyens de payer l'eau et qui en plus ne font pas attention sur la ressource. Donc à partir de ce moment-là, je vous demande instamment, à la fois pour faire baisser le coût du service, donc peut-être à terme d'augmenter moins ou de pouvoir baisser le prix de l'eau, c'est-à-dire plus on se mensualisera, plus on se fera prélever, moins il y aura besoin de personnel pour gérer les relances, gérer les factures. Vous savez, une relance, un lettre commandée, combien ça vous coûte Si, un peu plus de 6 €. Voilà, à chaque fois qu'on oublie juste, on est obligé d'écrire. Voilà, ça fait 6 € qui sont basés, c'est à peu près 10% de la facture mensuelle. Donc ça, c'est refacturé à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on va sur le site de la Réal. Oui. Comment ça s'appelle ? Réal.fr. Réal.fr avec 2 A et Alès.fr, il y a un lien sur la Réal. Donc allez-y, passez aussi à Mériprime. Ça aussi, c'est un appel que je fais pour peut-être vous mensualiser. Je peux vous garantir une chose, c'est que vous ne risquez rien avec la mensualisation. Nous sommes un service public, c'est une agglo en l'occurrence. Donc voilà. Donc merci de le faire, ça vous tranquillise, ça nous sécurise, ça nous coûte moins cher. Donc ça vous coûte moins cher puisqu'on répercute les coûts. C'est important de le dire. Merci Christophe Rivinc et merci Stéphane Guay pour toutes ces explications, c'était très complet. Merci Laura. Vous trouverez une page spéciale sur le plan Alès Agglo 2030 dans le journal Alès Agglo du mois de février. Et tout de suite, on enchaîne avec le Zoom sur du mois. Police municipale, police rurale, garde champêtre, quelle est la différence ? Quand on n'y s'y connaît pas, il y a de quoi s'y perdre. Vous croisez les gardes champêtres partout sur les routes d'Alès Agglomération, mais concrètement, quelles sont leurs missions ? Pour y répondre, nous avons suivi l'une de leurs équipes. On les appelle les gardes champêtres. Si vous les confondez avec les gardes forestiers, ou si vous pensez qu'ils ne se déplacent qu'en forêt, alors vous avez tout faux. Les gardes champêtres sont bel et bien des policiers ruraux, qui ont, parmi leurs 150 domaines de compétences, des missions bien spécifiques. On a cette spécificité que n'a pas trop la police municipale, c'est tout le volet environnement. C'est-à-dire que nous sommes compétents à l'ensemble du code de l'environnement, mais aussi à la chasse, à la pêche, tout ce qui est décharge sauvage ou pollution dans les cours d'eau. Un garde champêtre est capable de relever l'infraction, c'est-à-dire de rechercher et constater l'auteur et d'en trouver l'auteur aussi, et de suite de faire un rapport et de le transmettre au procureur de la République par l'OPJTC. L'OPJTC, c'est l'officier de police judiciaire tellement compétent. Tout comme les policiers municipaux, les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les grands Alésiens en cas d'infraction au code de la route ou de non-respect des règles de stationnement. Leur mission varie aussi selon la saison. En été, par exemple, ils veillent à la sécurisation des cours d'eau et des bords de rivières et surveillent d'éventuels départs de feux de forêt pour en informer les pompiers et l'Office national des forêts. S'il ne reste qu'environ 800 gardes champêtres en France, la profession commence à retrouver ses lettres de noblesse. Leurs compétences sur le volet environnemental séduisent de plus en plus de collectivités. C'est le cas pour Alès Agglomération, qui a fait le choix dès 2021 de renforcer ses effectifs. La brigade intercommunale de gardes champêtres est ainsi passée de 3 à 8 policiers. Par équipe de 2 ou 3, les gardes champêtres d'Alès Agglomération patrouillent et interviennent chaque jour dans toutes les communes du territoire, là où la police municipale, quant à elle, reste sur Alès. La particularité du garde champêtre d'Alès Agglomération, c'est comme vous voyez sur la carte, on a un panel donc, de 72 communes où on peut intervenir. La priorité, c'est qu'on a divisé le secteur en 3 parties, secteur nord, secteur périurbain, secteur sud. Sur ce principe-là, quand on intervient sur n'importe quelle commune, on intervient sur le pouvoir de police du maire de la commune. Si nous prenons un exemple, nous sommes par exemple au salle du Gardon, là, le seul responsable à qui on doit rendre compte, c'est au maire. Ou sur sa commune, on exerce son pouvoir de police. On doit faire respecter ces différents arrêtés qu'il peut prendre sur la commune. Une connaissance parfaite du terrain et une proximité qui s'avère être d'un grand soutien pour les maires.
Pour les petites communes, c'est toujours très compliqué d'embaucher en fait des agents de police municipale. C'est très très compliqué. D'où l'intérêt de cette mutualisation où en fait on va pouvoir solliciter donc la police rurale et pour toutes les compétences qu'elle a pour pouvoir nous aider au quotidien dans la gestion de nos communes en fait. Aujourd'hui, la commune de Dône n'a pas les moyens de pouvoir embaucher un policier municipal, clairement. Ou une policière municipale, bien sûr. À la demande des maires, les gardes champêtres interviennent aussi plusieurs fois par semaine aux côtés d'un médiateur. Le plus souvent, ces médiations concernent des conflits de voisinage allant de la haie mal taillée aux aboiements de chiens. L'objectif est de convoquer les deux parties impliquées pour sécuriser l'échange, régler le conflit à l'amiable et éviter que la situation de voisinage n'en vienne aux mains ou ne dégénère en bataille judiciaire. Les gardes champêtres d'Alès Agglomération représentent 1% de l'effectif national et comptent parmi les polices rurales les plus importantes de la région. Ils disposent de 3 véhicules 4x4 adaptés à leur mission que vous croisez déjà sûrement partout sur les routes du territoire. C'est une chef d'entreprise inspirante, ingénieuse et créative qui a été lauréate d'Alès Audace en 2022. Clara Hardy est la fondatrice de Céricine. Elle est ici pour nous parler de soie 100% naturelle et innovante dans l'écho de l'écho. Bonjour Clara Hardy. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de Céricine, car c'est une entreprise qui a une activité fascinante, unique en Europe, à cheval à la fois entre le milieu agricole et l'industrie du luxe, et qui est implantée ici, à Bagarre. Pourriez-vous expliquer à nos spectateurs de manière assez simplifiée ce que fait Céricine ? Avec grand plaisir. Donc Céricine, c'est une entreprise qui produit de la soie, innovante comme vous l'avez dit. Et donc chez Céricine, on fabrique des feuilles de soie qui sont produites en partie dans les Cévennes et on transforme ces feuilles de soie pour les transformer en produits de luxe dédiés à nos clients qui sont dans différents secteurs, notamment de l'industrie du parfum, de la cosmétique, de la maroquinerie, de la mode, tout ça dans le secteur du luxe. Donc si j'ai bien compris, initialement, le ver à soie, en fait, qui se nourrit des feuilles de mûrier, il file son fil, en fait, dans un cocon. Et vous avez réussi l'exploit de faire en sorte que le ver à soie file directement à plat, c'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai passé plus de 2 ans à faire des recherches avec un ancien chercheur de l'INRA qui avait passé sa vie à travailler sur les vers à soie. Et ensemble, on a fait des recherches pour faire en sorte que le ver à soie file plus de cocon, mais des feuilles de soie. Donc, on obtient en fait une sorte de cocon plat qui sont sous forme de feuilles. Et donc, des feuilles filées par plusieurs centaines de vers à soie. Et donc, c'est une nouvelle matière qui est un non tissé de soie filé naturellement par ces chenilles. D'accord. Vous avez fondé Céricine il y a 10 ans, à seulement 24 ans. C'est très spécifique, la soie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette matière et surtout, d'où est venue l'idée d'essayer de faire filer les vers directement à plat ? Alors en effet, j'ai fondé Céricine il y a une dizaine d'années, donc juste après mes études, j'ai un parcours dans le design et l'innovation. Et au départ, tout ça, c'était un projet de fin d'études en design, donc ça remonte à plus de 12 ans, où j'avais pour ambition de trouver une nouvelle façon de transformer la soie. J'ai beaucoup d'intérêt pour les matières, l'industrie et le secteur de l'agriculture, qui fait partie de mes origines familiales. Et donc la soie, c'était une matière qui m'intéressait dans le sens où créativement, je me disais que je trouverais un point d'entrée pour apporter de la nouveauté dans cette filière et dans ce secteur d'activité. Et donc, j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à voyager à travers le monde pour rencontrer des fabricants, des industriels. Et je me suis donné comme objectif de trouver une façon de faire une filière plus courte à partir de la soie, donc une très belle matière première. Oui. Et cette filière est maintenant très courte puisqu'on arrive à produire cette soie très localement, en fait. Oui, alors quand vous avez lancé Céricine, il n'y avait plus du tout d'éleveurs de vers à soie. En fait, en France, vous avez vraiment relancé la filière. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer sur le territoire d'Alès Agglomération ? Alors en effet, quand j'ai commencé Céricine, il n'y avait plus d'éleveurs de vers à soie qui faisaient ça à titre professionnel. Il restait dans les Cévennes quelques rares personnes qui avaient gardé cette passion pour ce savoir-faire ancestral. Et donc je me suis appuyée sur ces personnes et ce réseau de passionnés qui restaient autour de la soie pour pouvoir relancer cette filière, donc, qui, comme vous le savez, fait partie de l'histoire locale. Donc ça avait tout son sens de s'implanter dans un territoire où il y avait déjà eu en fait, ce savoir-faire et cet engouement historique pour cette matière. Pour bien comprendre et réussir à visualiser, notamment pour nos spectateurs, quelle est la différence en fait entre la soie obtenue depuis un cocon et la soie de Céricine qui, elle, est plate ? Parce que c'est pas tout à fait la même matière et je crois qu'on ne peut pas l'utiliser pour les mêmes choses. Vous avez ramené une feuille de soie. Est-ce que vous voulez bien nous la montrer et nous expliquer ? Oui, avec plaisir. Donc en effet, j'ai ramené cette feuille de soie. Donc ça, c'est une feuille de soie qui est en fait un standard de ce qu'on produit aujourd'hui. Et donc, c'est un enchevêtrement de plusieurs centaines de kilomètres de fil de soie, parce que pour produire une feuille comme ça, c'est plusieurs centaines de vers à soie qui vont déposer leur soie sur un support à plat.
Et donc ensuite, on va récolter la feuille, comme on récolterait du miel pour les abeilles, par exemple. Et donc avec ces feuilles de soie, en fait, on fait des produits différents parce que vous le voyez, c'est une feuille qui n'a pas du tout l'allure du textile, de la soie qu'on connaît habituellement. Oui. On a un matériau qui est au croisement du papier, du textile. Et donc, on fait des choses qui sont complètement en dehors du tissu traditionnel qu'on connaît. Et on met en avant toutes les qualités naturelles de la soie qui sont plus forcément disponibles quand elle est sous forme de textile. C'est une matière, du coup, qui est très noble et qui, vous le disiez, intéresse forcément l'industrie du luxe. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour le caractère noble qu'il s'intéresse à ce matériel. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il recherche, en fait, dans la soie de séricine? En fait, la soie de séricine, elle permet de répondre à plusieurs points dans l'industrie du luxe. À la fois, c'est une matière qui a une performance qui est assez remarquable parce qu'on a tous les composants naturels de la soie qui sont normalement enlevés dans l'industrie traditionnelle textile de la soie. Donc nous, on les conserve et par exemple, dans la cosmétique, elle a des propriétés d'hydratation, elle a des propriétés exfoliantes, elle a des propriétés matifiantes. Donc elle a de nombreux avantages pour ce secteur, par exemple. Elle a aussi c'est une matière qui est extrêmement durable, donc d'un point de vue environnemental, elle a un impact carbone qui est très faible. Aujourd'hui, le luxe est en transition par rapport à tous ces enjeux environnementaux. Donc la soie en fait qu'on propose est une solution pour pouvoir baisser l'impact carbone de leurs produits. Donc il y a, je dirais, la performance, la durabilité. Et le troisième point qu'on apporte à nos clients, c'est un nouveau storytelling avec une matière qui a une histoire qui est très forte, très ancrée, très incarnée, très authentique. Parce qu'on est sur une filière agricole qu'on a recréée. Donc voilà, il y a tout cet ancrage territorial qui plaît énormément à nos clients aussi. D'accord. Et sans nous révéler alors tous vos secrets, est-ce que vous pourriez citer quelques projets sur lesquels Séricine a travaillé au cours de ces dernières années? Oui, avec plaisir. Donc on a travaillé avec plusieurs belles maisons de luxe, parmi les plus prestigieuses en France. Par exemple, avec la maison Chanel, pour qui on a travaillé récemment. On a sorti plusieurs milliers d'exemplaires de produits pour une collection qui est sortie à Noël en 2024. On a travaillé également il y a quelques années avec la maison Guerlain, avec la maison Harwinston, donc dans de l'horlogerie. On travaille avec plusieurs manufactures aussi qui travaillent elles-mêmes pour l'industrie du luxe. Donc vous travaillez à la fois ici un circuit court sur le territoire et vous entretenez aussi des relations quotidiennes avec l'industrie du luxe à Paris, à Milan et ailleurs. Séricine a été incubée à la maison des startups de LVMH à Station F et vous avez été lauréate de nombreux concours, notamment du prestigieux Luxury Innovation Award de LVMH. Aujourd'hui, comment se définit Séricine? Plutôt comme une start-up, comme une PME? C'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, Séricine se définit plutôt comme une TPE qui a en fait une position un peu hybride. En effet, on a navigué au démarrage de l'entreprise dans le secteur des startups, je dirais par la nouveauté, par le côté disruptif de ce qu'on proposait sur ce marché. Donc, il y avait ce côté innovant qui allait tout à fait de pair avec l'univers des startups, avec aussi des investisseurs qui ont mis de l'argent dans le capital de l'entreprise pour pouvoir démarrer toute cette activité. Donc, je dirais que ça a commencé avec une structuration de start-up et petit à petit, on a gravité vers un modèle qui est plus celui d'une TPE-PME, avec aussi un rapport un peu hybride entre le côté traditionnel et innovant. Et comment vous parvenez à jongler entre le milieu agricole et le milieu du luxe? Parce que c'est très différent. Oui, en effet, c'est très différent. C'est très passionnant en même temps de pouvoir jongler d'un milieu à l'autre. J'ai tendance à dire que je suis un peu un caméléon. Parfois, je m'adapte à mon environnement. Et je pense que j'y parviens parce que de mon côté, j'ai des origines familiales dans l'agriculture. Donc, j'ai ce côté ancrage dans un territoire rural même qui est très fort. Donc, je sais comment fonctionne l'agriculture, parler avec des agriculteurs, quelles sont leurs problématiques. Et d'un autre côté, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai créé tout un réseau à Paris, notamment de par les études que j'ai faites. Et j'ai cette passion depuis toujours pour l'artisanat, l'excellence, le luxe. Donc petit à petit, j'ai aussi les codes en fait, de ce monde du luxe qui est en fait au point de départ une certaine créativité issue de l'artisanat. Donc voilà, j'arrive à passer d'un monde à l'autre et c'est très passionnant. Donc sur le territoire d'Alès Agglomération, vous avez vos plantations de muriers, c'est ça, mais aussi un laboratoire. Comment est organisée Séricine? Alors sur le territoire d'Alès Agglo, on a donc en effet un atelier dans lequel on fait toute la transformation de nos produits. Donc on utilise la soie qui est produite à Monoblé, donc pas très loin d'ici. Et cette soie, elle est transformée pour faire des produits finis. Donc là, on a un atelier de prototypage. Et on fait des produits en série, en fait, quand on a des demandes qui sont fabriquées, on les fait ici. Et on a également un endroit pour recevoir nos clients ici. D'accord. Est-ce que vous avez des concurrents?
Alors des concurrents directs, on n'en a pas, dans le sens où on est la seule entreprise, comme vous l'avez dit, en Europe à fabriquer de la soie de cette façon. Après, je dirais qu'on a des concurrents indirects qui sont des fabricants de nouveaux matériaux qui ont les mêmes enjeux qu'ils apportent à l'industrie du luxe, notamment l'enjeu environnemental. D'accord, le cuir recyclé peut-être, ce type de... Par exemple, les cuirs végétaux, les cuirs recyclés. Ouais. Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Céricine et quel est votre chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, il y a 8 salariés à temps plein à l'année. Le chiffre d'affaires, on le dévoile. D'accord, je comprends. Quelle est la suite pour Céricine ? Est-ce que vous avez des projets de développement pour 2025 ? Oui, tout à fait. On a des projets de développement. Donc les projets sont de continuer de s'étendre, notamment par des plantations de mûriers qui sont prévues en fin d'année 2025. On va aussi restructurer nos ateliers et s'implanter d'autant plus sur le territoire d'Alès Aglo, donc avec des ateliers qui sont à Monoblé, qui vont déménager sur l'agglo d'Alès. Et puis après, on a d'autres projets en perspective avec des clients, mais qu'on ne peut pas forcément dévoiler maintenant. Donc vous recherchez en fait plus d'espace pour étendre vos plantations de mûriers. Est-ce qu'il y a des communes ciblées déjà ou... Oui, on a déjà des communes ciblées et on a déjà des terrains qu'on a identifiés avec des propriétaires. D'accord. Bien, merci beaucoup Clara Hardy, c'était passionnant de voir une si belle entreprise s'épanouir sur le territoire d'Alès Agglomération. Je rappelle à tous que si, comme Clara Hardy, vous souhaitez participer au concours économique Alès Audace pour tenter de gagner un prix ou de faire connaître votre projet, vous avez jusqu'au 16 février pour déposer votre dossier. Rendez-vous sur le site alès-audace.fr. Merci beaucoup Clara. Merci à vous. C'est l'heure de l'actu. C'était un rendez-vous important pour le territoire et ses habitants. Ce mercredi 15 janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux du président d'Alès Agglomération s'est déroulée au Parc des Expositions à Méjeanne-les-Alès. Pas moins de 1500 personnes ont répondu à l'invitation. Une fois les 72 maires réunis sur la scène, Christian Tessier, maire de Méjeanne-les-Alès, a ouvert le bal. Il m'est toujours très agréable, à pareille date, de vous accueillir sur le territoire de notre belle commune pour la cérémonie des vœux de notre intercommunalité Alès Agglomération. Je me réjouis, bien entendu, au regard de la très nombreuse assistance, de l'intérêt que suscite cette cérémonie. Après quelques minutes, Christophe Rivinc s'est lancé à son tour dans son discours. Pendant 45 minutes, le président d'Alès Agglomération a évoqué le contexte national et international, adressé le bilan de l'année passée et a abordé les grands chantiers à venir, notamment en termes de santé, d'économie, de culture et d'enseignement. Permettez-moi de nous souhaiter collectivement de continuer de croire que rien n'est impossible, de continuer d'agir chacun à notre niveau en gardant au cœur le sens du bien commun, de continuer d'avancer main dans la main pour préserver ce qui doit l'être et développer ce qui est nécessaire, de continuer de nourrir ce petit grain de folie qui nous distingue et nous permet de crier haut et fort que nous sommes le Sud ingénieux, de continuer enfin de croire en la vie de façon optimiste pour construire un territoire qui n'est la copie de rien et au sein duquel nous voulons que chacun trouve sa place. Plus largement, Christophe Rivinc souhaite placer 2025 sous la bannière de l'optimisme. 2025 doit être une grande année pour beaucoup de raisons. D'une part parce que après autant d'années depuis 2020 et le Covid, de difficultés pour les Françaises et les Français, je veux croire que 2025 va être une année de rebond. Et c'est le sens du slogan que j'ai souhaité mettre en avant cette année, tous acteurs de notre avenir. J'appelle tout un chacun à se mobiliser au quotidien, qui pour l'environnement, qui pour la sécurité, qui pour la santé, qui pour la culture, aujourd'hui pour qu'ensemble nous fassions territoire, nous fassions avenir et que nous soyons optimistes. Cette nouvelle année sera aussi placée sous le signe de la fête et de la célébration. L'agenda 2025, ça sera déjà 2 anniversaires, les 25 ans de l'agglo, j'en ai parlé ce soir, mais les 30 ans d'action aujourd'hui sur la ville d'Alès et sur le territoire et sur le pays Cévennes et sur l'agglomération portée par Max Roustan et nous tous autour de lui qui ont transformé ce territoire. Et beaucoup de projets vont sortir de terre en 2025 et les années prochaines. Et on continue parce qu'on croit à ce territoire, on croit à son avenir. Avez-vous déjà été recensé ? Depuis le 16 janvier, 2150 logements répartis en 15 secteurs sont en cours de recensement dans toute la ville d'Alès. Environ 3900 personnes sont concernées par ce recensement obligatoire de l'INSEE. Pour mener à bien cette mission, menée conjointement par l'INSEE et la ville d'Alès, 12 agents employés par la collectivité se sont portés volontaires.
Chaque agent a plus de 200 logements à collecter, sélectionnés par l'INSEE via l'informatique pour garantir un échantillonnage équilibré et éviter qu'une même adresse ne soit recensée 2 fois dans un délai de 5 ans. Une fois le premier contact établi et les codes de connexion uniques distribués par l'agent recenseur, la phase de recensement en ligne peut commencer. 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne de manière autonome ou alors recontacter votre agent recenseur pour prendre rendez-vous directement à votre domicile. Pour faciliter l'accès au numérique à tous et limiter l'usage du papier, la ville d'Alès a été la première commune de France, il y a 7 ans déjà, à avoir équipé ses agents recenseurs d'ordinateurs et de clés de connexion 4G. Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire, l'agent pourra ainsi vous proposer de mettre son ordinateur à votre disposition. Chaque année, 8% des Alésiens sont soumis au recensement obligatoire de l'INSEE. Les informations recueillies permettent de mieux connaître la population et ses besoins et d'alimenter les enquêtes statistiques à l'échelle nationale. Si vous êtes concerné, dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 22 février. On en sait plus sur les travaux de la scène nationale du cratère. Le 8 janvier dernier, à l'occasion des vœux du cratère, le plan de rénovation et de restructuration du bâtiment a été présenté lors d'une réunion publique. Alès Agglomération est le maître d'ouvrage de ce chantier qui commencera dès l'automne et qui devrait durer entre 18 et 20 mois. La scène nationale ira donc au bout de la saison culturelle dans ses murs. Même si le cratère ferme ses portes en octobre, la programmation continuera. Vous pourrez profiter de toutes les représentations dans le théâtre éphémère financé par Alès Agglomération qui sera installé sur le stade du complexe sportif de la Prairie à Alès. L'inauguration du nouveau cratère est prévue en septembre 2027. La course cycliste internationale de l'Étoile de Bessèges est de retour pour sa 55e édition. Le samedi 8 février, la 4e étape de la course emmènera le peloton jusqu'au sommet du Mont Bouquet pour une arrivée spectaculaire. Puis le dimanche 9 février, les coureurs se lanceront dans le traditionnel contre-la-montre de 11 km à Alès pour terminer la course au sommet de l'Ermitage. Pour profiter de cette étape qui offre toujours des rebondissements de dernière minute au classement général, vous pourrez vous installer au village départ, sur le parvis du cratère, mais aussi bien sûr tout au long du parcours. C'est la fin de l'actualité. Vivre et transmettre les émotions d'un personnage à une salle remplie de spectateurs, eh bien c'est tout un art. Notre talent d'ici nous en parle en plateau. Je suis avec Lina Berthelet, 17 ans, lycéenne à Bellevue-Marie-Rivier et aussi élève en 2e année au Conservatoire de théâtre Maurice André. Bonjour Lina. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup d'être avec nous. Peux-tu nous expliquer d'abord d'où te vient cette passion pour le théâtre? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer la comédie? C'est venu très tôt et j'ai décidé très jeune d'intégrer un groupe de théâtre qui se situe à Saint-Paul-le-Jeune. Et je suis beaucoup allée voir des spectacles avec ma famille puisqu'ils ont toujours voulu participer à mes projets. Et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Déjà petite, j'essayais de faire des courts-métrages avec des copines, mes cousines, dès qu'on avait un peu de temps. Et c'est une passion qui a toujours évolué et que j'ai gardée dans le temps. Explique-nous ce que ça signifie être élève au Conservatoire de théâtre concrètement. Comment est-ce que tu as fait pour l'intégrer ? Alors pour l'intégrer, c'était l'année dernière, du coup en début d'année scolaire. J'ai passé un entretien avec ma professeure Claire Montagnier, avec qui on a discuté de mes projets, pourquoi est-ce que j'aurais souhaité intégrer le conservatoire. Et donc on a passé des tests. Elle m'a fait jouer un petit extrait en improvisation et puis être élève au conservatoire. Donc on a cours le jeudi après-midi pour le cours de cycle 2, cycle 3. Et on apprend des techniques de jeu en particulier. On fait beaucoup d'improvisation pour voir aussi comment est-ce qu'on réagit directement sur le jeu avec des personnes seules, avec ou sans parole. Et c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui nous vient en premier, comment est-ce qu'on peut développer notre jeu en particulier. On va regarder justement un petit extrait d'une de tes répétitions. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pas comme ça. Ah, toi aussi tu trouves que j'aurais dû mettre un nœud papillon? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon nœud de cravate, ce n'est pas de ça dont tu parles? Non, tu ne peux pas te marier. Tu peux pas épouser Sandrine, c'est impossible. Mais enfin ma chérie, calme-toi. Non, je me calmerai pas, c'est trop grave. C'est insupportable. Quel rôle est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer? Pour quel événement? Alors ma toute première année théâtre, on avait revisité Le Petit Chaperon Rouge en version un peu plus décalée. Bon, ça c'était un petit projet. Puis l'année dernière, on a joué Boxons jusqu'à ne plus en pouvoir de Stéphane Joverchi. Et j'ai interprété le rôle de l'acteur.
Et pour le dernier événement du Panique au conservatoire, je jouais la femme de ménage un peu parano qui voyait des esprits. C'était chouette. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'événement qui a lieu en ce moment même au Cratère ? Alors, du coup, ça se passe au conservatoire. C'est un événement qu'on a organisé, qui est un événement national qui s'appelle la Nuit du conservatoire, pour promouvoir les conservatoires de France. Et on a décidé avec du coup l'équipe de théâtre de faire comme un espèce de Cluedo géant, un espèce d'escape game. Ouais. Donc le public assiste à une scène d'ouverture qui vient introduire le thème du Panique. Et les spectateurs vont donc circuler dans différentes salles dans lesquelles se dérouleront des petites scènes de théâtre dans lesquelles on pourra trouver des indices pour retrouver qui est le meurtrier qui s'est passé au début. Comment fais-tu pour apprendre tes textes ? Est-ce que c'est pas trop difficile ? Ça prend beaucoup de temps. Ah oui. L'année dernière, pour le Panique au conservatoire, j'avais 3 pages de texte en monologue à jouer toute seule dans une toute petite salle. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. Après, je pense que c'est beaucoup de la lecture et essayer de le faire répéter avec des personnes qui nous aident. On m'a beaucoup aidé à répéter mes textes. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis lors d'une représentation ou peut-être pendant une répétition où tu t'es dit, tu as eu le déclic, peut-être tu t'es dit, ça y est, c'est ça que je veux faire dans ma vie, je veux jouer la comédie ? Alors, j'ai peut-être pas un moment en particulier, mais je sais que à partir du moment où je me suis rendu compte que ça m'a toujours intéressée. Et quand j'ai intégré le conservatoire, c'était une évidence. J'aime tellement passer du temps là-bas à travailler. Ça ne me pose aucun problème de passer 3 heures à apprendre mon texte ou à passer du temps avec toute la troupe, de jouer seule, d'apprendre ses textes, les techniques, tout ça. Moi, ça me passionne. Ces dernières années, tu as aussi réalisé des courts-métrages. Est-ce que ça te plaît d'être derrière la caméra ? J'aime un peu tout dans le cinéma, c'est pour ça que je suis un peu perdue. J'écris pas mal de scénarios parce que je pense que j'ai des choses, je trouve ça chouette dans le cinéma parce que c'est un moyen artistique dans lequel on peut tout aborder, que ce soit de la fiction ou quelque chose de réel. On peut dénoncer des choses, on peut éprouver des sentiments. Et donc pour les courts-métrages, c'est vrai que j'ai été derrière la caméra parce que j'ai écrit comment se dérouleraient les scènes, comment se dérouleraient les plans, à quel moment. Pour le court-métrage Dans tes yeux avec qui j'ai tourné avec Léo, du coup, qui est un partenaire du conservatoire. On s'est mis d'accord parce qu'il y avait des scènes sous la pluie. On devait donc prévoir un jour sous la pluie. C'était très beau. Merci beaucoup. Et donc j'ai joué également et voilà, c'est un peu tout qui m'intéresse. Tu m'as parlé la dernière fois de ton projet d'études sur les émotions. En quoi ça consiste ? Alors du coup, je suis en spécialité art dans mon lycée et on a pour projet de bac, on doit choisir une thématique qu'on va aborder toute l'année pour présenter un portfolio à l'oral à la fin. Et j'ai choisi de traiter l'expression des émotions à travers le regard parce qu'en fait, je voulais aussi pouvoir parler un peu du cinéma dans cette spécialité, dans mon projet. Et je trouve que la majorité des choses sont exprimées par les yeux. Donc j'ai fait toute une recherche par rapport à la rétine, tout ça, tout ce qui est plus physiologique. Et j'ai réalisé plusieurs projets par rapport à ça, en sculpture, peinture, etc. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans les années à venir ? Poursuivre au théâtre, au cinéma ? Alors dans l'idée, ce serait cinéma. L'année prochaine, je vais présenter le concours pour passer le CPES au Conservatoire de Montpellier, qui est diplômant au bout de 3 ans, à peu près comme une licence. Et je vais postuler, parce que la majorité des écoles prennent qu'à partir de 18 ans. Et comme je suis née en fin d'année, il va falloir que j'attende. D'accord. Mais peut-être postuler dans plusieurs autres écoles d'acting, de cinéma, tout ça. Quels sont tes modèles parmi les jeunes talents de la scène française, s'il y en a ? Il y en a beaucoup. Il y en a 3 qui ont à peu près mon âge, qui forcément sont un peu des modèles. Paul Kircher qui joue dans Règne animal, dans lequel il est excellent. Et forcément les 2 qui ont joué dans L'amour ouf, Mallory Wanek et Malik Frika, qui sont quand même... on a à peu près le même âge et je trouve ça... C'est un rêve quoi, de pouvoir les voir à l'écran comme ça. Je trouve ça tellement... C'est trop beau. Malik Frika, en plus, est originaire d'Alès, donc peut-être que tu auras l'occasion de le croiser ici. Merci beaucoup, Lina, d'avoir partagé ton talent avec nous et on te souhaite beaucoup de belles choses et la réussite dans tous tes projets. Merci à vous. On change totalement d'univers maintenant pour passer en cuisine.
Bonjour Bernadette. Bonjour Laura. Quelle recette nous as-tu préparée et avec quel chef cette fois-ci? Alors aujourd'hui, je vous emmène au pays de la truffe. On est en pleine saison de consommation de la truffe, puisque la saison, elle démarre au mois de décembre et elle va jusqu'à la fin du mois de février. Elle se consomme, cette truffe, aussi bien salée que sucrée. Sucrée, c'est moins connu, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, petit topo sur la truffe, cette truffe noire du Périgord. On pourrait penser qu'elle est produite dans l'ouest de la France, eh bien pas du tout. La grande majorité de la truffe est produite pas très loin d'ici, dans le Vaucluse. Et dans le Gard même, on produit 10% de la production française de truffes grâce à 500 trufficulteurs qui procèdent à ce qu'on appelle le cavage. Le cavage, c'est chercher la truffe. Eh bien, figurez-vous que je suis allée dans le restaurant Cévennes en Cévennes, à Alès, juste en face de la Poste, pour rencontrer Jean-Yves et Nelly Piccinalli, qui sont généreux dans leur accueil, généreux dans leur cuisine, et qui proposent un dessert qui s'appelle le cavage. Donc, on va découvrir la recherche de la truffe dans un dessert. Je vous invite maintenant à me suivre. Donc, Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, on va s'occuper de truffes aujourd'hui. Et oui, c'est la pleine période là en ce moment, janvier-février. Notre région, c'est à fond, quoi. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je dirais, parce qu'on met tout le temps avant le salé, on va faire un dessert à base de truffes qu'a réalisé Nelly il y a 2 ans, je crois. On y avait demandé de nous pondre une espèce de petit dessert qui va bien à la truffe. Dans ce dessert, il y a une coque et à l'intérieur, on a mis une truffe, mais au chocolat. Et l'idée, c'est d'aller avec sa cuillère chercher la truffe comme si on cavait. Un petit jeu de piste qui est, comment dire, gourmand, on va dire. Alors comme recette, on va faire en premier les coques au chocolat. Donc on va les préparer, on va les laisser refroidir, comme ça on pourra les remplir par la suite. On va préparer les truffes chocolat et armagnac. Et ensuite on va préparer la chantilly avec la truffe qu'on va laisser un petit peu infuser à l'intérieur pour qu'elle ait bien quand même un arôme truffe à l'intérieur, naturel. Le chocolat, on va le faire au bain-marie toujours, hein. On ne fait jamais chauffer le chocolat blanc dans la casserole. Voilà, on va le faire fondre. Ça va nous servir uniquement pour, au pinceau, couvrir les coques et avoir la forme définitive du dessert. Comment je fais? Comme un peintre? Ouais, voilà, tu mets une couche. Fais attention qu'il n'y ait pas trop d'endroits où c'est trop frotté, où on voit le moule dessous. Mais comme on va mettre 2 couches, on peut y aller tranquillement. Pas trop d'épaisseur, parce qu'après à la cuillère, il faut que ça se brise quand même, hein. On va le mettre au froid. Et ensuite, on fera la deuxième couche, pareil, qu'on va faire refroidir directement pour avoir la durceur du moule, de la coque. Deuxième couche de chocolat. Après, il n'y a pas besoin que ce soit hyper régulier puisque c'est l'intérieur de la coque. C'est l'extérieur qui sera lisse et qui de lui-même sera joli, quoi. Alors, on passe à la truffe. On a fait fondre du coup le chocolat au bain-marie là. 100 g de chocolat. 100 g. Là je vais être 50 sur la crème et je vais rajouter un tout petit peu de vanille. Ouais, on a dit un quart de cuillère de vanille en poudre ou de vanille liquide. Hein. Voilà, on va se mettre là. On va mélanger. Voilà. On la récupère. Donc moi ça me permet de récupérer mon fond de casserole aussi. Voilà, on met tout au mélange. Alors ça prend un peu de temps pour refroidir. Moi généralement ce que je fais, je le fais la veille. Et le lendemain, je peux préparer mes desserts. Alors si tu veux la truffe au chocolat, moi avant d'habiter ici, avant de connaître la truffe d'hiver, la truffe d'été, je ne connaissais pas du tout. Je sais que mes parents en avaient ramassé une fois, on en avait trouvé une, c'était super. Mais moi, je connaissais que les truffes au chocolat. Parce que ma grand-mère, chaque année, à Noël, elle nous faisait les truffes au chocolat. Et elle les mettait dans une petite boîte avec son cacao. Et voilà, on les mangeait avec parcimonie. Et pour moi, la truffe, ça a toujours été la truffe au chocolat. Et quand on a voulu faire un dessert à la truffe, je me suis dit, je peux que mettre une truffe au chocolat de ma grand-mère dedans. Là, on est au stade de la chantilly truffée. De la chantilly truffée. Alors, comment on rajoute la truffe? Bon, nous, on a des microplantes, ça s'appelle, c'est une variété de râpe qui fait très très fin. Mais ceci dit, comme c'est juste pour mélanger, si c'est un peu épais, c'est pas plus mal, quoi. Alors, je vous rappelle toujours, hein, la crème adore la truffe, hein, c'est un exauceur de goût de la truffe.
Beaucoup de gens pensent que la truffe c'est cher. Oui, c'est cher effectivement. Mais comme il vous en faut 10 grammes par plat, vous mangez un plat à base de truffe pour 10 €. Alors ma ganache, une fois qu'elle sera bien refroidie, je fais des petites boules. Donc moi je mets 14 grammes de ma petite préparation chocolat pour la truffe et je vais la rouler dans le cacao. Tu vois là on en a que j'ai faites déjà qui sont prêtes. Donc le cacao, là le cacao noir, il va nous permettre qu'elles ne collent pas entre elles et qu'on puisse les bouler correctement. Donc là on passe au montage quasiment. Ouais. Ouais. Voilà, donc on a notre chantilly, donc vous pouvez la laisser un peu au frais pour la faire reprendre au niveau des saveurs. Voilà. Je la remplis pas complètement, tu vois, j'ai pas appuyé, j'ai pas pressé parce que je vais rajouter la truffe, il faut un petit espace pour la truffe, donc je la mets dedans, tout simplement. Et là, je vais finaliser ma coque, voilà, là je ferme. Donc ça, si je le fais la veille, ça va pas bouger? Ah non, non, après tu peux les garder même plusieurs jours, hein. Tu peux les laisser dans ton congélateur plusieurs jours et le soir ou le midi où tu fais ton repas avec ton dessert truffe, ben voilà, tu n'as plus qu'à les ressortir. Une fois qu'elle a bien pris et qu'elle a durci, vous voyez, les coques, vous risquez plus rien. Elles sont pleines, elles sont dures. Et voilà. Pour démouler, c'est tout simple. Il n'y a rien de particulier. Et voilà. Donc là, vous avez la coque qui est ici. Vous voyez, là, j'ai des petites aspérités. Donc ce que je fais, je prends le cacao bien noir. Donc il faut qu'il soit couleur terre. On va... Voilà. Donc l'idée, les jeunes, là, en cuisine, ça les fait rire parce que je leur dis, il faut que ce soit moche. Il faut que ce soit terreux, quoi. Il faut qu'on ait les mains vraiment, vous voyez, là, du cacao, il faut qu'on ait les mains dans la terre et qu'on se retrouve sur le cavage. Ce que je fais, moi, en plus, je prépare un petit crumble au cacao et qui va compléter cette idée de terre, là. Et on va juste le briser autour. C'est vraiment de la déco. Une idée de dire, voilà, on est retourné, on fait un fond de la forêt dans les chênes, là. On y est et on va y aller, on va l'attaquer à la cuillère. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci d'être venu. Et donc, voilà, le plaisir, c'est de partager avec vous et de partager avec tout le monde le plaisir des bonnes choses. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Découvrez l'événement à ne pas rater au mois de février dans l'agenda. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Alors apparemment la date du 22 février est très attendue. Dis-nous en plus. Alors effectivement, l'événement majeur de ce mois de février pour l'agglo d'Alès et plus particulièrement pour la ville d'Alès va s'appeler J'aime Alès 30 ans d'histoire. Okay. Ça va avoir lieu le 22 février 2025 en centre-ville d'Alès. C'est simplement la célébration de 3 décennies de métamorphose de la ville d'Alès entre le milieu des années 90 et 2025. Cette période qui a fait d'Alès l'espace du bien-vivre. Ce sera aussi l'occasion de célébrer 30 ans de mandat du maire d'Alès, Max Roustan. D'accord. Je vais vous donner le programme parce qu'on a un programme très riche maintenant à nos spectateurs. Il faut savoir que cette demi-journée, ça sera essentiellement donc du début d'après-midi au début de soirée. Toutes les animations proposées seront entièrement gratuites. Elles auront lieu en 3 lieux du centre-ville d'Alès, la place de la mairie, la rue Albert Ier et la place des martyrs de la Résistance. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus le programme. Les animations, la balade en train, donc au départ de l'office de tourisme, toutes les 25 minutes. Vous montez dans le petit train que vous connaissez bien du centre-ville d'Alès et vous allez faire une balade des lieux incontournables du centre-ville avec une voix que vous reconnaîtrez, je pense, de Max Roustan qui a été enregistrée pour vous présenter un petit peu tout le parcours. Ensuite, sur le premier lieu, donc la place de l'hôtel de ville, vous allez avoir un parcours de géogaming. Donc c'est avec votre téléphone, vous téléchargez une application, vous avez des petites énigmes à résoudre et peut-être repartirez-vous avec un cadeau. Donc sympa. Ça, c'est une animation pour les familles, c'est à partir de 7 ans. Ensuite, toujours sur la place de l'hôtel de ville, vous avez un film témoignage qui sera diffusé en continu donc sous un barnum. Vous pouvez vous asseoir devant une télévision. Là, vous allez avoir un témoignage de personnes d'horizons différents sur l'évolution donc d'Alès sur les 30 dernières années, avec aussi des anecdotes sur Max Roustan. Enfin, une fresque géante où vous allez pouvoir laisser un mot, une dédicace pour témoigner de votre attachement à la ville d'Alès, à son histoire. Et enfin, et bien sûr, le spectacle théâtral, comique et poétique d'une durée de 20 minutes qui sera joué plusieurs fois dans l'après-midi et puis un petit peu qui va se moquer gentiment des fonctionnaires. Voilà, c'est très court, très sympa, très bien fait. Donc ça, c'est
des animations sur la place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, donc, vous allez avoir dans la rue Albert Ier, donc la rue qui va faire la liaison entre les deux endroits où vous allez avoir des animations que sont la place des Martyrs et la place de la Mairie. Donc dans la rue Albert Ier, vous allez avoir 2 expositions. Une sur 30 ans d'histoire, donc vous avez on a ressorti 31 du journal d'Alès Agglomération que vous allez avoir en grand, qui ont marqué vraiment ces 30 ans de mandat. Et puis une autre exposition sur un avant-après où vous avez en photo 15 lieux incontournables qui se sont métamorphosés donc durant ces 3 décennies. Vous avez aussi la possibilité donc dans la rue Albert Ier de faire un quiz. Vous allez tourner une roue, répondre à des questions et vous allez repartir avec les goodies. Vous savez, c'est les petits objets publicitaires qui sont faits à l'effigie donc de l'événement. Donc ça, ce sera rue Albert Ier. Enfin, sur la place des Martyrs, vous allez avoir une expo d'Alès en images avec des centaines de photos à retrouver sur des murs d'images. Et puis une fresque en briques Lego avec plein de petites références à la ville. Donc c'est quelque chose qui fait pratiquement 5 à 6 mètres carrés. Donc c'est assez gros. Ah oui. Et puis vous allez avoir peut-être une surprise sur le perron de cette fresque Lego de l'Hôtel de Ville. Vous verrez. Allez-y et regardez bien. Enfin, un espace photo-souvenir. Donc là, c'est un photomaton. Venez vous prendre en photo, repartez avec votre photo. Et peut-être, dans l'après-midi, vous allez, ou dans le début de soirée, vous allez croiser le maire d'Alès et pouvoir faire une photo avec lui, si vous le souhaitez. Et pour conclure cet événement, vous allez avoir bien sûr un grand discours de Max Roustan, suivi d'un feu d'artifice et d'un apéritif concert. Toutes ces animations sont entièrement gratuites. Vous pouvez venir nombreux, en famille, petits ou grands. Vous allez retrouver tous les détails avec les horaires, etc. sur alès.fr, le journal d'Alès Agglomération, les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, évidemment, j'en avais pas parlé jusque-là, mais on a créé récemment un fanzine, un agenda culturel que vous pourrez trouver sur Internet, scène-des-mondes.fr, où vous avez tout l'agenda culturel donc mois par mois sur Alès Agglomération et où vous retrouverez aussi les détails de cette manifestation. Bah super, merci beaucoup Romain. Merci à vous. C'est l'heure de se quitter, merci d'avoir suivi cet épisode. Le prochain Facebook Live du président de l'agglomération se tiendra le mardi 25 février. Quant à nous, on se retrouvera le mardi 4 mars pour le prochain épisode d'Alès Agglo de l'émission. D'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer vos idées de sujets, vos questions, vos remarques à l'adresse email l'émission@alessagglo.fr. À bientôt.